Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir. Pierre Bezomy, je dirige le magazine Froid News, le magazine des opérateurs de la chaîne du froid et des transports vertueux. À ma gauche, Valérie Lasserre, qui est la secrétaire générale de Transfrigoroute France et qui est la grande prêtresse du froid, comme on la surnomme gentiment. C'est à elle et à quelques autres ici présents qu'on doit l'organisation de ce plateau télévision qui célèbre les 45 ans de l'ATP. Alors plus sérieusement, Valérie, quelles seront les grandes lignes du contenu de ce plateau TV organisé par Transfrigoroute France pour ces 45 ans? Alors en fait, pour les 45 ans de l'ATP. En fait, nous allons alterner des moments un peu plus technologiques pour expliquer les différentes avancées dont ont bénéficié les matériels de transport depuis effectivement 45 ans et des moments plus institutionnels pour expliquer le fonctionnement de cette réglementation, son évolution au fil du temps. Au fait, que veut dire ATP et quel est l'intérêt de cet organisme ou de ce protocole? Alors, ATP veut dire accord pour le transport de denrées périssables. C'est un accord qui a été signé en 1970. La France et l'Allemagne ont été les deux premiers pays à le rejoindre en 1971 et il encadre les conditions technologiques que doivent respecter les matériels pour transporter les denrées périssables. Il est géré aujourd'hui par les Nations Unies. Alors justement, en matière de denrées périssables, on dit qu'il y a environ 40% de la production agroalimentaire mondiale qui serait gaspillée, en tout cas pas apte à l'emploi, à la consommation, dans les pays les pays en développement principalement. Donc sans moyen de conservation de toute cette production, en l'occurrence les récoltes céréalières, les fruits et légumes. Est-ce que c'est une intox ou un lobbying intelligent de la part des fabricants de groupes frigorifiques? Non, c'est une information tout à fait avérée. L'Institut international du froid fait effectivement valoir qu'en absence d'une chaîne du froid efficace et performante, il y a une grosse part des productions dans, comme vous l'avez dit, les pays en voie de développement qui est perdue. Et si cette chaîne du froid a été déployée de manière plus harmonisée et généralisée, on pourrait, sinon résoudre, en tout cas fortement contribuer à limiter, par exemple, la faim dans le monde. Alors pourquoi avez-vous eu envie de célébrer les 45 ans de l'ATP et pas les 46? Parce que c'est un chiffre rond, 45 ans, parce qu'ensuite on voulait profiter de l'opportunité que nous présentait le salon Solutrans, qui se réunit les années impaires, pour marquer cet événement. Effectivement, l'ATP, c'est un accord, un protocole très important dans notre métier du transport frigorifique, mais qui est sans doute pas assez valorisé, pas assez connu. Et donc, il nous paraissait intéressant de faire un peu de pédagogie, un peu de valorisation. Plus fort. Ok. Donc, pour parler de tous ces sujets que nous allons aborder au cours de ces 2 heures, qui concernent donc la gestion de la chaîne du froid des produits alimentaires et des produits de la santé également, nous accueillerons des constructeurs de matériel et de solutions pour produire du froid, les transporter, des utilisateurs également, qui sont des chargeurs, sur ce plateau avec vos amis de l'UNTF. Un petit mot peut-être, Valérie, sur le scoop qu'on a reçu aujourd'hui, que vous nous avez fait parvenir, sur cette volonté de rapprochement de vos 2 associations, je le rappelle, Transfrigoroute France et l'UNTF. Je crois même qu'il faut parler de la 3e, qui est celle de l'USNEF, puisqu'on va parler de la chaîne logistique sous température dirigée. Aujourd'hui, il y a donc 3 acteurs principaux et uniques d'ailleurs. L'USNEF, le syndicat des entrepôts, l'UNTF, qui est le syndicat des prestataires en transport frigorifique, et Transfrigoroute, qui est une association technique qui se préoccupe de toutes les questions liées à la chaîne du froid. Et il a semblé nécessaire de parler d'une seule voix pour mieux représenter ce secteur qui est à la fois tout petit, mais en même temps crucial dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc nous avons décidé de mieux travailler ensemble. Nous avons donc commencé par une première étape qui consiste à réunir nos équipes dans un même lieu, avec un objectif à très court terme de trouver un lieu qui est mieux adapté pour nous accueillir, parce qu'aujourd'hui on est un petit peu à l'étroit. De parler d'une seule voix lorsque les sujets d'intérêt sont communs, tout en respectant l'identité de chacun lorsque les sujets sont spécifiques. Donc c'est plutôt une bonne chose pour l'ensemble de la filière que de renforcer ses moyens et ses outils de communication.
Oh, mais c'était même indispensable. On va comme ça mieux représenter nos adhérents, nos entreprises, à l'égard de nos clients, des pouvoirs publics en France et au niveau européen, parce qu'il ne faut jamais oublier l'Europe. Eh bien, merci pour ces premières informations. Place au premier temps fort sur les progrès technologiques et leur impact sur la filière. Alors j'appelle à nous rejoindre Gwenaëlle Thuet, André Stumpf, Guéric Malissé et Roland Duquesne. Ne vous battez pas pour prendre les chaises. Elles ne sont pas musicales, je vous rassure. Alors bonjour messieurs, donc je vous présente, je commence par Gwenaëlle Thuet à ma gauche. Bonjour. Qui est donc qui est ici présent au titre de président de la section température dirigée de la Fédération française de carrosserie. À sa gauche, Roland Duquesne, qui est le directeur grand compte de Thermo King pour l'Europe, étendu à d'autres pays. André Stumpf pour Carrier Transicold. Et puis Guéric Malissé, qui est là plus pour l'air liquide et la solution Blueise. Oui, bonjour. On parlera peut-être tout à l'heure. Donc bonjour à tous. Alors Valérie, vous souhaitiez voir aborder dans ce premier focus technique les principaux progrès technologiques. Vous me devez une bière. Qui est-ce qui me doit une bière? Personne. Ok, on va arrêter ça. Donc Valérie, vous souhaitiez voir aborder dans ce premier focus technique les principaux progrès technologiques et leur impact sur la filière. Vos vœux sont exaucés puisque vous avez à vos côtés 4 spécialistes et pas des moindres. Gwenaëlle Thuet, vous intervenez donc, je l'ai dit tout à l'heure, au titre de président de la section température dirigée de la Fédération à la Fédération française de carrosserie pour les carrossiers constructeurs. Comment vivez-vous le cadre réglementaire de l'ATP ? Alors, merci Pierre. D'abord, je pense un point important, c'est que l'ATP est un cadre réglementaire stable. Et pour des industriels de la carrosserie, c'est extrêmement important. Parce que ça nous permet d'investir en toute confiance en R&D. Et on voit d'ailleurs à ce propos que la filière est extrêmement riche en solutions innovantes pour le bien de la filière transport sous température dirigée. Donc je pense que le point important de cet accord international, c'est sa stabilité qui nous donne vraiment pleine confiance pour investir. Et je voudrais vous demander de peut-être compléter comment est-ce que ça vous aide. Alors vous avez parlé de vous accompagner dans vos progrès de développement. Est-ce que ça veut dire que d'autres réglementations peuvent au contraire venir vous perturber? Pas forcément. Le cadre est relativement rigide. Il est très précis, notamment dans ses annexes, sur les dimensionnements des engins. Et je pense qu'autour de ce cadre, on a quand même une certaine latitude pour faire preuve d'apporter beaucoup de solutions nouvelles et innovantes. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les 2-3 constructeurs de solutions de production de froid qui, eux, au contraire, doivent s'adapter très régulièrement à des évolutions réglementaires très, très contraignantes. Alors justement, est-ce que vous pourriez illustrer le propos avec des exemples concrets? En l'occurrence, qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour préciser un petit peu des exemples de ces progrès technologiques? 2-3 exemples dans la filière. Alors, il y a un exemple effectivement qu'on vit au quotidien et qu'on peut voir en grand nombre sur Solutrans lors de cette édition. C'est tout ce qui concerne le transport multitempérature et toute la flexibilité apportée aux engins de transport, notamment dans le dimensionnement des différents compartiments des véhicules. Donc effectivement, les carrossiers constructeurs apportent aujourd'hui beaucoup de solutions flexibles qui permettent effectivement d'avoir des outils de travail et de transport qui sont effectivement très performants. Vous parliez aussi des mousses. Alors les mousses, c'était plus... alors là, pour le coup, c'est plus une contrainte réglementaire où il a fallu effectivement faire face à l'évolution des règlements, notamment sur les gaz sans CFC. Donc on a eu une évolution effectivement il y a quelques années sur l'évolution de ces gaz. Donc il a fallu s'adapter
en gardant les mêmes critères de performance sur les coefficients d'isolation, mais avec la contrainte de changer les agents gonflants des mousses polyuréthane en particulier. Alors peut-être pourriez-vous nous rappeler à cet égard le rôle du protocole de Montréal. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En 2 mots simplement. Hein. Ah oui, l'objectif est de protéger effectivement la couche d'ozone. D'ailleurs, ça concerne aussi nos amis frigoristes, hein, puisqu'ils sont aussi utilisateurs de gaz pour la production de froid. Nous, les gaz, d'ailleurs, en quantité sans doute plus importante que nous, en tant qu'utilisateurs de mousse polyuréthane. Et je pense qu'André pourrait effectivement rebondir sur ce sujet pour l'expliquer plus en détail. Hein. Nous lui donnerons la parole dans 1 minute. Bien. Gwenaël, je reprends la main. Comment cela se traduit-il au quotidien, justement, dans cette application de ce protocole? Vous parliez de l'ensemble de la filière qui a fait de gros efforts de R&D. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la créativité, l'ingéniosité de cette filière? Alors, bon, là encore, je vous l'ai dit, on a de beaux exemples aujourd'hui sur le salon. On essaye d'apporter des solutions, alors qui sont des solutions globales. Elles concernent tous les types de transports, que ce soit effectivement le transport longue distance, la distribution, voire même la livraison du dernier kilomètre. Donc, on a des solutions. Comme je l'ai dit tout à l'heure sur le dimensionnement des engins, qui s'applique à la fois aux véhicules industriels, mais aussi aux plus petits véhicules, voire aux véhicules légers, voire même aux très petits véhicules électriques pour la livraison du dernier kilomètre. Est-ce que vous pourriez compléter en nous parlant maintenant des enjeux pour vous, au titre de la Fédération française de carrosserie, pour l'avenir? Qu'est-ce qu'il va y avoir d'important dans votre filière, en clair? Est-ce que c'est une filière sur laquelle on peut continuer à croire dans ses qualités de développement? J'ai aucun doute sur le fait qu'il faille croire en cette filière. D'abord parce qu'on voit qu'elle est très riche en termes d'innovation, et qui dit innovation dit effectivement une projection dans le futur. Donc il y a peu de doute à avoir sur le sujet. Après, je dirais que ce qui est important, c'est que dans le cadre de l'ATP, on a quand même une réglementation qui fait largement appel aux professionnels de la filière. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des textes réglementaires imaginés par des politiques loin des réalités de terrain. On a quand même au sein de Genève, et on en parlera un peu plus tard, au sein du groupe de travail de Genève qui s'appelle le WP11, on a quand même une large consultation de l'ensemble de la profession et des carrossiers en particulier pour préparer l'évolution du texte qui est l'ATP. Donc je pense qu'on est vraiment sur un cadre fait par des professionnels, pour les professionnels. Donc on est vraiment dans une logique de progression permanente de la filière température dirigée. Peut-être un mot aussi sur l'arrivée de la future labellisation des véhicules industriels? Alors effectivement, même s'il y a un certain flou aujourd'hui qui règne sur la façon dont elle va s'appliquer, et je pense que la Commission européenne qui travaille sur le sujet a encore beaucoup de travail à faire. Bon, il est clair qu'elle impactera la filière de la carrosserie, notamment sur la forme des carrosseries. Et là encore, en liant le sujet à l'ATP, il est clair que les formes des carrosseries, pour donner des aspects plus aérodynamiques, pourront évoluer, mais dans le respect du texte tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire le respect des minimums d'isolants nécessaires pour pouvoir garantir les coefficients K des cellules. Merci Gwenaël. Je profite pour faire une petite parenthèse pour signaler que nous avons des visuels des camions tels qu'ils ont pu évoluer au fil du temps et pour montrer la forme que les carrosseries de demain pourront prendre. Donc je demandais peut-être à la régie de nous faire passer de temps en temps en fond voilà, les visuels qui arrivent. Voilà les camions de l'histoire qui vont être progressivement remplacés par les camions d'aujourd'hui et peut-être même les silhouettes des camions de demain. Alors demain, sachant qu'il y a encore quelques incertitudes sur le sujet quand même. Hein. Alors là, pour l'instant, on voit surtout des véhicules des années 50, 60. Il faut être patient. On arrive doucement dans les années 90, 2000, 2015 et la voilà, 2020 dans quelques temps. Voilà à quoi va ressembler un véhicule dans 5 ans, à peine. On commence à en voir déjà quasiment chez certains. Alors André Stumpf, merci
Eric. Merci Gwenaël, pardon. André Stumpf, donc vous êtes là directeur du développement durable chez Carrier Transicold. Vous êtes un fabricant de groupes frigorifiques. Très concrètement, comment les groupes froids multitempératures vont-ils être certifiés avec pour objectif d'obtenir l'agrément ATP ? Je vous remercie donc de me donner la parole, notamment sur ce sujet multitempérature où nous avons travaillé d'arrache-pied pendant beaucoup d'années pour justement trouver bâtir une réglementation qui est à la fois, qui est bâtie sur les fondations même de la réglementation ATP. Pour rappel, vous en reparlerez peut-être plus précisément tout à l'heure, mais on teste la carrosserie d'un côté pour connaître les déperditions de la carrosserie, et de l'autre côté, on teste les performances du groupe frigorifique, et tout ceci doit s'adapter ensemble pour, disons, avoir des performances suffisantes pour transporter différents types de denrées. Donc quand on parle multitempérature, on va parler de denrées réfrigéré, de transport de frais, mais on va aussi parler de transport de surgelé. Donc c'est toute la problématique du multitempérature. Donc il a fallu développer des groupes qui sont aujourd'hui capables de travailler dans ces deux gammes de température. Très bien. Comment peut-on gérer l'introduction de nouveaux réfrigérants plus respectueux de l'environnement dans le cadre de l'ATP ? Oui, alors je vous remercie là, de me donner la parole sur ce sujet, puisqu'on vient de recevoir le prix de l'innovation sur notre stratégie réfrigérant. Alors, je ne peux que le souligner. Donc effectivement, comment on va faire au niveau de l'ATP ? Au niveau de l'ATP, si vous voulez, les réfrigérants, chaque fois qu'on choisit un réfrigérant, on est obligé de passer un test ATP avec le nouveau réfrigérant. Alors, ça, c'est extrêmement lourd pour tous les fabricants. Par contre, quand il y a ce qu'il faut également chercher au niveau des réfrigérants, c'est des drop-in, c'est-à-dire des réfrigérants qui peuvent se mettre à la place des réfrigérants que l'on utilise aujourd'hui, qui ont un pouvoir plus faible au niveau du réchauffement climatique. Et là, si vous voulez, avec des essais qu'on a fait, notamment avec le Sémafroid, qui fait les tests ATP pour nous, on est arrivé à trouver des réfrigérants qui sont dans l'intervalle des plus ou moins 5%, parce que il faut repasser un test chaque fois qu'on dépasse cet intervalle, si vous voulez, de précision, de performance. On va de permuter les micros, parce que je pense que le vôtre a un petit souci, si vous voulez bien. Oui. Voilà, donc l'ATP. Oui. Peut-il imposer des enregistreurs de température pour le transport des denrées surgelées ? Oui, alors dans l'ATP, notamment dans les annexes de l'ATP aujourd'hui, il y a effectivement des précisions qui sont données, qui se référencient, si vous voulez, à l'application d'une réglementation européenne qui est la R 35/2005, qui impose effectivement la fixation d'enregistreurs de température indépendants des groupes pour bien mesurer la traçabilité, si vous voulez, et vérifier la traçabilité de la température. Ces règlements font à la fois appel à une directive au règlement européen, mais également ils font appel à des normes saines, qui sont l'EN 12830, qui concerne la norme constructive, ou la norme 13486, qui concerne la vérification périodique de ces enregistrements. Oui, pour compléter le propos d'André, aujourd'hui, les denrées périssables sont effectivement soumises à des obligations de résultat imposées par des règlements européens, qu'on appelle communément le paquet hygiène. Les professionnels sauront de quoi je parle, mais il s'agit donc d'un certain nombre de textes qui imposent des résultats que doivent respecter les denrées sur, entre autres choses, la température auxquelles ils doivent être transportés ou stockés. L'intérêt de l'ATP, c'est qu'il vient compléter, et on en parlera tout à l'heure avec nos autres invités, ils viennent compléter ces obligations de résultat avec des obligations de moyens. Et donc, on a une vision très complète
de la manière dont les denrées périssables doivent être transportées notamment. Et pour revenir à l'enregistrement de température, elle s'applique effectivement de manière obligatoire pendant le stockage et le transport pour les denrées surgelées uniquement. Merci André Stumpf pour vos propos qui nous ont bien éclairés. Guérit Malissé, vous êtes à ma droite et vous êtes directeur d'activité Bluease à l'air liquide. Bluease étant une solution de réfrigération à l'azote, pour ceux qui ne le sauraient pas, à l'azote cryogénique, pour le transport frigorifique poids lourd, incluant le groupe froid embarqué et la station de remplissage. Expliquez-nous de quoi il s'agit. En fait, c'est une solution qui est une solution de rupture par rapport à ce qu'on peut voir actuellement sur le marché. Pour faire simple, au lieu de fabriquer le froid sur le camion, avec une technologie, avec un compresseur, avec un fluide frigorigène en cycle fermé, on va simplement nous l'apporter sous forme d'azote liquide. Donc le froid, on l'apporte, on le met dans un réservoir, et de ce réservoir qui est embarqué sur le camion, on fait circuler l'azote au travers d'échangeurs dans la caisse frigorifique. Cet azote va transmettre ses frigories à la caisse et va ressortir à l'extérieur, donc en circuit ouvert, sous forme gazeuse. Donc on a les avantages, beaucoup d'avantages de cette solution. C'est une solution qui a très peu qui a pas de moteur en fait, à part les moteurs des ventilateurs, donc une absence de bruit incontestable. Donc pour la livraison urbaine, c'est très intéressant. Une performance frigorifique très forte, puisqu'on est à des températures de moins 190 degrés, et une puissance qui est quasiment constante, quelle que soit la température que vous demandez, la température extérieure. Vous avez également une absence de pollution en fonctionnement. Clairement, aujourd'hui, on a fait des progrès très forts sur les motorisations des camions, mais sur les groupes froids, c'est les groupes froids maintenant qui pèsent pour plus de 90% dans l'émission des particules d'un camion frigorifique. Donc ça, il faut le reconnaître, il faut le voir. Avec cette solution, vous avez la capacité d'avoir une solution, vous baissez les émissions locales de façon très importante et également les émissions globales. Donc vous ne devez pas avoir que des amis dans les fabricants de groupes diesel, mais après tout, chacun a sa place sur le marché. Je pense qu'on représente une partie d'un puzzle assez complexe, avec un marché qui est assez complexe. On répond à des demandes fortes, notamment au niveau de la livraison urbaine, au niveau de la chaîne du froid, et au niveau de l'environnement. Mais ce sont des solutions qui se complètent les unes avec les autres, suivant le besoin du transporteur. Encore un mot peut-être pour nous dire ce que ça représente en France, en l'occurrence. Et on est à peu près dans quelle volumétrie Disons qu'on arrive maintenant dans une solution plus de déploiement. En France, on approvisionne une centaine de véhicules qui tournent. On a une dizaine de stations et on commence à se positionner sur cette technologie de plus en plus maintenant avec une très bonne complémentarité avec notamment le GNV. Avec le GNV, on est capable avec cette technologie en transport frigorifique d'avoir une solution qui est zéro particule. Alors, on va revenir maintenant sur l'ATP à proprement parler. En quoi l'ATP, justement, vous a-t-il guidé dans votre activité de recherche et de développement ? Clairement, pour nous, qui sommes relativement récents dans ce marché, l'ATP nous accompagne en fait dans la spécification de les performances de nos produits, dans le contrôle de ces performances lorsqu'on met sur le marché, dans l'alignement qu'on peut avoir avec nos partenaires carrossiers. Clairement dans la mise en service, il faut que chacun, qu'on soit coordonné pour pouvoir assurer que les performances sont là. Et clairement pour nous, l'ATP est très intéressant puisque c'est une approche qualitative du marché qui permet de donner un repère essentiel aux transporteurs, aux donneurs d'ordre par rapport aux performances, par rapport au choix des performances frigorifiques dont il a besoin. Donc ça lui permet de comparer aussi par rapport à ce qui existe sur le marché. Très bien. Vous avez une petite question, Valérie ? Non, simplement pour compléter le propos, en rappelant qu'effectivement, le transport des denrées périssables, il est soumis à un certain nombre de contraintes ou d'obligations. Aujourd'hui, on parle de pollution, mais on parle de pollution au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des émissions de particules, les émissions de bruit, des émissions de fluides frigorigènes avec des effets sur le réchauffement climatique.
et en parallèle, bien entendu, une responsabilité de préserver la sécurité sanitaire des aliments transportés. Donc l'ATP contribue notamment à encadrer, comme le disait Gwenaël tout à l'heure, d'un cadre pour la construction et des matériels utilisés. Très bien, merci Guéric Malissé. Je laisse la parole à Roland Duquesne. Vous êtes directeur grand compte Thermo King Europe, et même au-delà de l'Europe. Quelle est l'approche de votre entreprise vis-à-vis de l'ATP, sachant les grandes disparités qui existent dans l'application des accords à l'international? Et là, je crois que vous êtes bien placé pour en parler. Bonjour, merci Pierre. Oui, effectivement, en tant que constructeur international, nous sommes présents sur plusieurs continents. Même au sein de l'Europe, de l'Oural au Portugal, je dirais effectivement, nous voyons une certaine disparité sur la façon d'appliquer l'ATP, ou même des pays ne sont pas partie de l'ATP d'ailleurs. Hein. Donc je crois qu'on a rappelé qu'il y avait 50 pays qui avaient signé, 49, on espère le 50e bientôt. Donc nous sommes pour une uniformisation de la réglementation, c'est clair. Non seulement la réglementation, mais également la façon de l'appliquer. Parce que c'est là que aussi réside un des nerfs de la guerre. Pourquoi? Parce que pour nous, en tant que constructeurs, nous vendons nos groupes produits en Irlande, par exemple, sont vendus en Australie. Donc, on est preneur pour des effets d'économie d'échelle aussi, comme disait Gwenaël, d'investissement en R&D, en développement de nouveaux produits, etc. Donc nous sommes preneurs de ça. L'ATP forme un excellent cadre pour ceci. Par contre, en tant que constructeur international, je dis quand même qu'il faut regarder, parce pour nous, c'est un peu le plus petit commun dénominateur, je dirais, en application. Donc on pourrait réfléchir à effectivement voir comment faire évoluer l'ATP. Des nouvelles technologies sont sur le marché. On a parlé de la cryogénie, c'est pas nouveau. Ça, il y a 10 ans, on a lancé la cryogénie, donc c'est pas nouveau. Ça prend du temps à adapter. On parle de la multitempérature aussi. Et il y a d'autres facteurs. Si on regarde ce qui s'est fait dans le transport de la santé, par exemple, et la publication du GDP, de la directive européenne, il y a une vision un peu plus complète en intégrant également des choses comme la formation des chauffeurs. La formation des chauffeurs implique l'utilisation du matériel, implique directement les résultats. Donc forcément, c'est quelque chose qui est important aussi. On constate. Qu'attendez-vous justement de l'ATP au niveau mondial, pour rebondir sur ce que vous commenciez à dire? Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus vers des mesures d'incitation, de grosses incitations, pour que ça avance un peu plus vite? On va en parler un peu plus tard avec d'autres intervenants. Oui, si on regarde le côté mondial, et si on regarde pourquoi l'ATP était fait à l'époque, 47, la famine, sortie de la Deuxième Guerre mondiale, pas assez de nourriture. Aujourd'hui, on évolue dans une supply chain qui est globale. D'accord ? Et on constate aussi qu'il y a des gros segments de marché dans la supply chain qui ne sont pas couverts par l'ATP. Par exemple, le transport maritime, par exemple, le transport aérien. Donc on a des gaps dans la supply chain à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose où on attend que l'ATP puisse évoluer dans cette direction-là aussi. Et ce sont des opportunités supplémentaires de développer l'ATP. On parlait juste encore un dernier point, Pierre, on parlait de 40% de déchets, on parlait de l'OMS. Récemment, on a fait une étude dans une autre organisation sur la famine qu'il y avait en Haïti. 40% des mangues qui sont produites n'atteignent pas les premiers ports. Et ces gens meurent de faim. Et l'ATP forme une excellente base pour moi, un début important pour pouvoir mettre en place dans des pays comme ça, comme Haïti, comme l'Inde, comme certains pays de l'Afrique aussi. Et c'est ça que nous attendons un peu de l'ATP. Eh bien, ce sera le mot de la fin de ce premier module. Merci, messieurs. Nous invitons à nous rejoindre Éric Devin et Christopher Smith, s'il vous plaît, pour ce moment institutionnel numéro 2, Histoire de l'ATP. Alors là, on a des grands spécialistes, mais on va aller au-delà de l'histoire, sur l'aspect plus institutionnel. Donc, à ma gauche, Éric Devin, qui est là au titre, évidemment, de sa fonction de directeur général du Sémafroid et vice-président du WP11. Il nous en parlera un peu plus tard, dans un instant. Et puis, Christopher Smith, qui peut parfaitement s'exprimer s'il a un micro à disposition. Donc, en 2 mots, Christopher, présentez-vous, s'il vous plaît, dans votre excellent français. Non, ne touchez à rien, ça marche. Il suffit de... Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Je suis spécialiste des affaires économiques
dans la division des transports de la Commission économique pour l'Europe qui est à Genève. Est-ce qu'on pourrait nous rendre un micro qui fonctionne mieux que celui-ci, s'il vous plaît? Et une chose que je fais là-bas, c'est je suis le secrétaire du groupe de travail VP11, le groupe de travail du transport des denrées périssables. Très bien. Alors, Éric Devin, en quoi consiste le WP11? Et qu'est-ce que ça veut dire, WP? Et pourquoi 11? D'abord, merci de m'avoir invité, puisque je suis très honoré de représenter la France à la vice-présidence du WP11. Alors, WP, c'est Working Party, donc on pourrait dire groupe de travail. Le WP11, c'est... Et 11 À 11, parce qu'il y en a d'autres. Le W15 est très connu dans le domaine du transport. Il s'agit du transport des marchandises dangereuses. Il y a un certain nombre de groupes à l'ONU et globalement, historiquement, je pense que le 11e correspondait aux denrées périssables. Donc en quoi consiste alors finalement l'action du WP11? Tout à fait. Alors l'accord ATP, alors on parle souvent de l'accord ATP comme étant une vieille réglementation, on l'a dit un petit peu avant. Alors en principe sur les slides qui passent, je ne sais pas si elles sont passées, il y a une courbe du nombre de parties contractantes, c'est-à-dire de signataires, d'États, depuis le début et je me suis amusé à les mettre sur une échelle chronologique. On voit qu'il y a une croissance continue du nombre de signataires. Et puis en même temps, si on regardait les évolutions du texte de l'ATP, on verrait que les versions sont à peu près mises à jour tous les ans. Donc il y a une vraie vitalité, même si, on y reviendra peut-être, les modalités de modification de l'ATP sont complexes. Alors, certains accords n'ont pas forcément d'organes de gestion, n'ont pas forcément de groupe de travail. Il se trouve que dans ce domaine, l'ATP dispose d'une instance qui est en capacité de faire évoluer le texte et d'amender. Alors, dans des domaines techniques, puisque l'ATP a une partie importante sous sa forme d'annexe, qui est une partie normative d'exigences techniques, qui est amené donc à suivre aussi les techniques. On a parlé précédemment des essais, enfin des groupes cryogéniques. Encore faut-il avoir la procédure d'essai qui permette de les valider de manière uniforme partout dans le monde. Et c'est le travail du WP11. Alors ce travail pourrait être uniquement technique et auquel cas on pourrait l'associer à ce qui se passe dans une instance de normalisation. Elle inclut une exigence complémentaire qui est que, comme nous sommes dans le cadre d'une réglementation, les décisions prises techniquement le sont avec un éclairage qui n'est pas uniquement technique, mais aussi politique, en intégrant les impacts environnementaux d'une mesure, les coûts d'une mesure. Et il est donc extrêmement important que, au sein de ce WP11, les personnes qui interviennent portent la voix des pays. Alors que je parle de la voix des pays, c'est à la fois l'instance réglementaire qui voit un intérêt de service public, puisque l'objectif c'est effectivement de répondre à des exigences dans le domaine de l'hygiène, mais aussi le retour des industriels sur la faisabilité d'une exigence. Très bien. En matière de chaîne du froid, réglementation et équipement ne sont pas forcément corrélés. Comment pourriez-vous nous expliquer ceci ? Alors, je crois que Valérie en a parlé. C'est vrai qu'en Europe, vous avez une obligation de résultat et globalement, si on arrête un camion, on ouvre les portes et le produit doit être en tout point à la température du paquet hygiène. Alors, c'est facile à dire, mais peut-être que c'est pas non plus la spécialité de tous les professionnels de la logistique que d'avoir les solutions toutes prêtes pour justifier ce point. L'accord ATP intervient comme une exigence de moyens complémentaires, c'est-à-dire de donner une chance au fait que le résultat soit bon. Et cet accord fixe, par le biais d'exigences relatives à l'isolation des caisses et aux puissances frigorifiques, le fait que dès le début, on a effectivement la chance de pouvoir atteindre le résultat, c'est-à-dire les températures escomptées. Donc c'est une aide extrêmement importante, ne serait-ce que pour reconnaître ce qu'est un camion frigorifique de ce qui ne pourrait ne pas en être un. Vous parliez des développements à venir qui seront surtout induits par la problématique de la logistique
et des habitudes de consommation, et non plus par la simple application du paquet hygiène. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, je pense que on va avoir dans le cadre du WP11, et c'est déjà le cas, des problématiques qui sont induites par d'autres réglementations ou par d'autres types d'activités dans le mode à la fois de gestion de la logistique ou de consommation. De plus en plus aujourd'hui, on se pose la question, effectivement, que fait-on lorsqu'on a à changer un réfrigérant ou un fluide frigorigène plus précisément dans un dispositif? Comment peut-on intégrer dans les procédures actuelles de l'ATP les nouvelles technologies qui sont effectivement en rupture, comme le froid cryogénique? Alors on trouve effectivement des biais, mais beaucoup d'amendements aujourd'hui, et nombreux sont présentés par la France, je souhaite le souligner, même si je suis le vice-président, je vois aussi ce qui se passe en France. D'autres pays contribuent avec justement ces impacts qui sont induits, par exemple par le dernier kilomètre, avec notamment des exigences en termes de limitation des émissions de particules qui impliquent évidemment des modifications techniques fondamentales qu'il faut intégrer dans l'annexe technique de l'ATP. Merci Eric Devin. On va laisser la parole maintenant à Christopher Smith. Je rappelle que vous êtes le spécialiste aux affaires économiques dans la division du transport durable de la CE ONU. Vous avez rejoint la division des transports il y a quelques années, en 1997, où vous vous êtes plus particulièrement occupé de sécurité routière avant d'intégrer la section des marchandises dangereuses et cargaisons spéciales en 2007. Vous remplissez la fonction de secrétaire du groupe de travail des transports de denrées périssables et de secrétaire adjoint pour les activités relatives au transport des marchandises dangereuses par voie navigable. Ça va, personne ne dort, tout va bien. Excellent. L'accord ATP, Monsieur Smith, a donc été fait dans le cadre de la CE ONU. Expliquez-nous le rôle de cette organisation et plus particulièrement de sa division des transports. Oui, la CE, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, c'est une des 5 commissions régionales des Nations Unies. Les autres sont à Bangkok, à Beyrouth, à Addis Ababa et en Santiago de Chile. Et à Genève, c'est la Commission pour l'Europe. La commission a été créée en 1947, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et les membres, elle a 56 membres. Tous les pays de l'Europe, bien sûr, mais aussi les États-Unis, le Canada, la Turquie, l'Israël et les républiques. 39, je crois, au total. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est ça? Non, 56. 56. Si, 56, pardon. Il inclut les républiques de l'ex-Union soviétique. Très bien. Et est-ce qu'il y a des choses que les pays voudraient voir changer justement dans l'accord ATP? Peut-être que avant d'aller là, j'ai oublié de dire quelque chose sur la division des transports. Parce que la Commission travaille dans les différents domaines et le transport, c'est un de ces domaines. Les autres sont énergie, statistique, commerce, des sujets comme ça. Mais dans les transports, la division des transports assure le secrétariat du comité des transports intérieurs. Le transport intérieur, pour nous, c'est le transport par route, les chemins de fer et les voies navigables. Et dans le cadre de la division des transports, 58 conventions, accords, solutions, si vous voulez, ont été adoptés. Et l'accord ATP, c'est un de ces accords. Justement, j'ai une question pour vous. En quoi est-ce que l'ATP, justement, est utile pour les parties contractantes? Quel intérêt pour elles d'avoir contracté cet accord? Oui, à mon avis, il y a trois avantages. Et on a déjà, je crois que le dernier groupe
parlé de quelques-uns, mais peut-être quelque chose qui n'était pas mentionné, c'est la facilitation des transports, le passage des frontières. C'est pas quelque chose qui concerne la zone Schengen, mais en dehors de la zone Schengen, dans les pays de l'Est, dans les autres parties contractantes, l'aspect de le passage des frontières, c'est important. Et le signe distinctif, mais aussi les certificats de conformité ATP, ce sont des choses qui permettent l'équipement ATP à passer les frontières plus vite. Ça, c'est un des avantages. Mais j'aimerais dire que, bien sûr, la sécurité d'alimentation, c'est très important. Il faut les températures maîtrisées pour ça. Mais aussi la prévention du gaspillage des aliments. Je crois que Pierre a mentionné ça avant. Ce n'est pas vraiment un problème en France, mais au Moyen-Orient et dans l'Afrique du Nord, il est estimé que les aliments gaspillés, c'est considérable. Valérie, vous vouliez ajouter poser une question. Je voulais poser une autre question. L'ATP aujourd'hui s'applique à tout type de denrées, dans toute situation ? Non, effectivement pas. Et dans le groupe de travail VP11, il y a une discussion sur ça. La dernière fois, en octobre, on avait discuté la possibilité d'ajouter une définition des denrées dans l'accord qui n'existe pas actuellement. Mais les fruits et légumes frais ne sont pas inclus dans l'accord. Et il y a des pays qui aimeraient ajouter les fruits et légumes. Effectivement, la Russie a fait plusieurs fois des propositions d'ajout d'un annexe pour les fruits et légumes frais. Une dernière question complémentaire à ce qui a déjà été dit. Est-ce qu'il y a des choses que les pays, clairement et concrètement, voudraient changer dans l'accord ATP ? Bon, on a déjà mentionné les fruits et légumes. Il y a des pays qui veulent ajouter ces denrées. Il y a aussi la règle qui concerne les transports maritimes, parce qu'il y a une règle de 150 km pour les trajets maritimes. Et en dessous des 150 km, les deux segments avant et après le trajet maritime, l'ATP n'est pas appliqué actuellement. Et il y a des pays qui pensent que ça crée une concurrence déloyale. Si vous croyez d'un exemple peut-être du transport de Rotterdam, par exemple, vers Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre. Et dans ce cas-là, l'ATP n'est pas appliqué, mais pour le trajet Calais-Douvres, par exemple, l'ATP est appliqué pour le même transport, pour les mêmes denrées. Et ça c'est peut-être un problème. Mais la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est l'article 18 de l'accord qui dit que pendant la période de notification des propositions d'amendement, tous les pays contractants à l'ATP ont le droit de faire une objection aux propositions d'amendement. Et il ne faut qu'une seule objection pour que tous les amendements soient rejetés et sont sans effet. Et ça, c'est quelque chose que les pays voudraient changer, bien sûr.
Je crois que ça sera le mot de la fin de ce module. Ouais. Merci en tout cas. On va y revenir de toute façon un petit peu plus tard. Merci messieurs de nous avoir déjà éclairés sur ces questions-là. Place au focus technique numéro 2. Et nous invitons à nous rejoindre sur le plateau Yann Vallée, Sabine Devienne, Jean-Yves Gauthier et Alain Dubus. Bonjour à tous. Valérie, pour ce focus technique numéro 2, nous allons aborder concrètement avec ces participants, ces intervenants, la chaîne du froid et plus particulièrement la sécurisation de la chaîne du froid. Valérie, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, alors on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a un volet réglementaire qui impose des obligations de résultat aux denrées périssables transportées. On a autour de la table des opérateurs du transport qui ont chacun une particularité. Il y a des prestataires de services, il y a des transporteurs pour compte propre, il y a des transporteurs prestataires pour un client unique. Chacun se présentera, j'imagine. Mais du coup, ils doivent faire face à une grande complexité réglementaire et c'était intéressant, nous semble-t-il, d'échanger, d'avoir leur point de vue sur la manière dont l'ATP pouvait les accompagner dans leur quotidien. Alors justement, on a à notre gauche, enfin à ma gauche en tout cas, et celle de Valérie, Sabine Devienne. Vous êtes directrice qualité chez Martin Brower. Martin Brower, c'est le transporteur de McDonald's. Les 1480 restaurants McDonald's de France sont livrés par vos soins. Et puis évidemment, au niveau mondial, vous êtes très présent. Parlez-nous de vos attentes justement en matière de qualité des isolants en carrosserie industrielle. Je sais que ça, c'est votre sujet préféré en ce moment. Vous n'avez qu'à le mettre ici, ça marche tout seul. D'accord. Donc oui, en tant que... Alors j'ai une double casquette, puisque je suis responsable de la sécurité des aliments et responsable environnement d'un autre côté. Donc je vais avoir des attentes doubles par rapport à l'ATP. Et le premier objectif, en fait, dans notre métier, c'est d'assurer la maîtrise de la chaîne du froid et d'être capable d'apporter la preuve de cette maîtrise. Et donc il est essentiel pour nous de pouvoir en fait donner confiance dans les moyens qui sont mis en œuvre pour assurer cette maîtrise de la chaîne du froid, à la fois effectivement avec des outils type une carrosserie effectivement qui va permettre de maintenir les produits dans de bonnes conditions, et un groupe froid et des enregistreurs. Donc c'est être capable d'assurer la maîtrise de la chaîne du froid, c'est être capable aussi de prouver à chaque étape effectivement que les engagements qu'on a vis-à-vis de notre client sont effectivement tenus. Alors, l'avantage qu'on a aussi chez Martin Brower, c'est qu'on est en capacité de pouvoir s'appuyer sur des partenaires qu'on a depuis longtemps et qui nous permettent effectivement de profiter effectivement de leurs évolutions technologiques. Je parlerai de Chéreau, je parlerai de Carrier, je parlerai de Fréquin. On reçoit la semaine prochaine 4 nouvelles semis qui vont être équipées effectivement avec la nouvelle porte Chéreau qui a reçu le prix de l'innovation hier. Donc c'est une grande fierté pour nous. Savoir que l'ATP constitue pour ces professionnels un cadre d'innovation, un cadre de performance, c'est pour nous une garantie en fait qu'on peut que la chaîne du froid est une priorité partagée à tous les niveaux. Après, je vais reprendre là ma casquette responsable environnement. Donc, de savoir que ces partenaires travaillent sur l'amélioration de la maîtrise de la chaîne du froid dans un cadre tel que l'ATP qui aussi a des attentes et des exigences en matière de respect de l'environnement, c'est aussi une sécurité pour nous parce qu'on a d'autres engagements vis-à-vis de notre client en matière de réduction des gaz à effet de serre et en matière de réduction de notre impact sur l'environnement. Donc le cadre de l'ATP nous permet en fait de respecter notre double engagement à la fois en matière de sécurité des aliments et en matière d'environnement. Donc vous nous avez donc parlé de vos attentes et plus particulièrement en matière de qualité des produits isolants, vous souhaitiez peut-être plus de clarification de la part des industriels pour savoir les performances exactes de leurs matériaux. Aujourd'hui, j'ai plus d'informations sur effectivement les évolutions des groupes. Et ça, j'ai plus d'informations sur effectivement les enregistreurs. Je connais assez bien le cadre législatif par rapport à la métrologie, par rapport aux réglementations. Tout ce qui a été développé tout à l'heure sur la qualité des mousses, sur la réduction de l'usage des CFC, c'est quelque chose effectivement dont on n'a pas assez connaissance, à mon avis, et qui est très important pour nous de pouvoir en fait valoriser au travers de nos échanges avec nos clients. Très bien. Alors on va passer maintenant la parole
Yann Vallée, justement, directeur de qualité de Brec. Un mot sur votre entreprise, s'il vous plaît, pour redire un petit peu ce que vous faites, tout le monde ne le sait pas. Tout à fait. Donc moi, effectivement, j'ai la casquette de directeur qualité pour Brec France Service. Brec France Service, c'est un des intervenants majeurs en termes de distribution de denrées alimentaires sur le segment de la restauration hors domicile, avec une clientèle qui peut se splitter en restauration commerciale et une restauration collective. Quelques chiffres pour situer, effectivement, ce sont 100 000 tonnes de denrées surgelées, 55 000 tonnes de denrées en froid positif, 2-4 degrés, puis le reste en ambiant, pour situer. Donc à ce titre de directeur qualité, je suis responsable de la sécurité des aliments. Alors justement, quelles sont vos attentes en termes de qualité de la chaîne du froid ? Alors, ça a été dit à plusieurs fois, et Valérie l'a souligné, en tant que responsable de la mise sur le marché de denrées alimentaires, nous sommes astreints par des textes réglementaires qui sont contenus dans le paquet hygiène, effectivement, qui sont des textes européens. Nous sommes astreints à des obligations de résultats, c'est-à-dire mettre des produits sur le marché qui soient sécures, qui soient sains, et donc nous sommes astreints à des températures de consigne. Froid négatif, froid positif. Pour ce faire et pour atteindre ce résultat, nous avons besoin de moyens. Donc il y a une panoplie, je dirais, d'outils pour atteindre ce résultat. Brec, nous avons choisi un système qui est la colonne vertébrale de la maîtrise du risque, qui est l'ISO 22000. On a été un des premiers opérateurs sur notre segment à être certifié. Mais nous sommes là pour parler de l'ATP. Et donc moi, je considère que l'ATP est un élément contributeur et qui s'inscrit tout à fait dans la démarche d'amélioration continue qu'est l'ISO 22000 pour précisément être un moyen pour atteindre les résultats qui nous obligent. Alors justement, à cette table, on a la chance d'avoir Jean-Yves Gauthier, STG, qui va pouvoir justement relayer et vous dire en quoi il est parfaitement avec ses amis professionnels. Et il vous a entendu, il a entendu les doléances des chargeurs ou des distributeurs. Qu'est-ce que vous répondez justement avec vos beaux camions pour satisfaire leurs demandes et les rassurer totalement ? Alors juste, STG, on travaille pour l'industrie agroalimentaire, pour la grande distribution et pour la restauration hors foyer. Donc des exigences très fortes avec des gens qui portent des marques fortes, donc on a une obligation de résultat forte. Juste sur l'ATP, l'ATP, je dirais que c'est plus le côté technique. Et après, il y a l'usage qu'on en fait qui est plus couvert par des normes ISO ou IFS ou autres. Et je pense, là on est pour parler de l'ATP. L'ATP, donc si on parle le premier but de l'ATP, c'est quand on construit un camion, qu'il soit le mieux possible. Et donc le fait que ce soit encadré par l'ATP est quelque part un filet de sécurité qui permet aux constructeurs de respecter une certaine norme et d'avoir un camion performant. Parce que si les carrossiers ont toujours à faire face à des demandes de clients, transporteurs principalement, qui veulent un camion qui fasse tout et qui a des équipements à l'intérieur, et plus on met d'équipements à l'intérieur et plus on détériore la capacité d'isolation. Et donc le fait qu'il y ait cet agrément et ce coefficient K qu'il faut respecter est forcément quelque chose de bien déjà sur le véhicule neuf. Après, il y a la vie du camion. Dans la vie du camion, il y a l'usage qu'on en fait et l'entretien qu'on en fait. Et le fait qu'il y ait ces contrôles à période 6 ans, 3 ans, 9 ans, 12 ans, permet aussi de prendre en charge ça et d'assumer le bon entretien du véhicule. Et moi, j'ai connu la période où le contrôle était fait par les services vétérinaires. On allait au service vétérinaire pour contrôler le véhicule. Et le fait qu'il y ait une délégation avec le SEMAFROID pour qu'on ait des centres de test. Moi, je me rappelle dans l'entreprise, quand on a eu ça, on était très fiers de recevoir l'agrément et de se dire, aujourd'hui, c'est nous qui portons le fait que nos camions répondent aux normes ATP, et de se dire que si jamais on défaillait dans le système, on pourrait perdre l'agrément. Et là, quelque part, ça serait aussi une défaillance de notre système. Donc, je suis pour le développement de l'ATP le plus possible en Europe. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une délégation dans les entreprises de transport pour avoir cet outil, parce que cet outil nous sert bien sûr
pour les périodes de contrôle, mais il peut nous servir aussi en dehors des périodes de contrôle. Si on a un doute sur le fonctionnement d'un groupe frigo, on utilise notre centre de test pour ça, quoi. Il y a des gens qui disent qu'on en fait un peu trop de nos jours. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de parano par rapport à la chaîne du froid? Il y a eu certes des accidents, quelques-uns, très rares dans la filière et en général, en tout cas en Occident. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Souvent, vous savez, les problèmes de non-respect de température sont plutôt des problèmes humains que des problèmes techniques. Aujourd'hui, en plus, il y a le technique s'améliore avec la surveillance des températures, avec des systèmes d'informatique embarqués qui font qu'on peut avoir des contrôles plus rapides qu'auparavant. Hein, on a des systèmes d'alarme qui peuvent nous prévenir. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus à la fois... moi, je suis assez pragmatique. Hein, c'est des cahiers des charges qui soient cohérents, qui soient objectifs, et qui nous permettent, sur toute la chaîne, entre le chargement et la livraison, d'être performants. L'ATP, bien sûr, c'est un des morceaux du Pulse, hein, c'est d'avoir un camion qui ait les meilleures performances, mais le résultat, dans notre transport, on a une obligation de résultat, et entre autres sur la température, c'est plutôt l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire comment on réfrigère le véhicule, comment on fait le contrôle, parce que dans certains endroits où on livre dans des endroits non frigo, avec des fois des temps qui peuvent être longs de déchargement. Et c'est bien d'avoir le meilleur véhicule du monde, mais si entre la sortie de notre camion et l'entrée dans le frigo du client, il se passe quelque temps, voire des contraintes en livraison urbaine. Par exemple, vous allez à telle zone piétonne où il faut faire 200 à 300 mètres avec un rôle de surgelé en plein été où il fait 40 degrés, c'est bien d'avoir le meilleur camion, mais il faut aussi peut-être travailler sur les capacités de stationnement et le fait de laisser approcher le camion au frigo le plus près possible de son destinataire. Alors, quant à vous, merci Monsieur Gauthier. Quant à vous, Alain Dubus, vous dirigez une belle petite PME, même plus que, vous m'aviez dit moyenne que petite, avec en particulier une grosse activité au service de la viande de boucherie. Comment faites-vous pour répondre à la fois aux contraintes techniques et réglementaires et aux exigences des chargeurs, tout en préservant votre marge opérationnelle? Oui, bonjour. Donc effectivement une PME de distribution, de transport de denrées périssables avec une spécialité viande. Alors, pour moi, l'ATP, c'est pas une contrainte et ça n'entre pas ou tellement peu dans la contrainte budgétaire que j'allais dire, c'est plutôt quelque chose de positif, puisque déjà ça nous rassure sur nos achats. On est sûr d'acheter du matériel qui est conforme, c'est du matériel qui a été agréé ATP, donc forcément les coefficients K d'isolation ont été respectés, le groupe fonctionne, donne suffisamment de ventilation pour refroidir l'air et pas la marchandise, parce qu'on doit simplement la maintenir et pas la refroidir. Quoique, quelquefois, c'est pas tout à fait le cas. Mais, et ensuite, je vais sans doute répéter, mais on est aujourd'hui effectivement dans des obligations de résultats. Et l'ATP nous sert déjà de sécuriser le moyen. On a déjà le moyen. Ensuite, il faut, par la formation, faire les bonnes pratiques, avoir le HACCP, toutes les bonnes pratiques de notre profession pour arriver à une qualité constante et justement à des résultats conformes. Donc, vous êtes en train de nous parler de crédibilité en fait dans votre exploitation, en partie grâce à l'ATP. Oui, au moins sur la partie technique, on est déjà ça nous met déjà sur un pied d'égalité. Sur la partie technique, on est sûr qu'au moment où on achète le matériel, d'acheter quelque chose qui va nous permettre de réaliser, si on fait les bons gestes, d'avoir le bon matériel. Alors, on évoque parfois, ça ou là, en aparté, le transport de denrées thermosensibles sous bâche, effectué par des transporteurs indélicats, parfois étrangers, mais aussi des Français. Pas de ça chez nous, bien évidemment, pas ici. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que super pro, ainsi que Monsieur Gauthier, vous qui représentez dignement la filière transport?
j'espère que ça n'est qu'une rumeur et qu'effectivement que ça fait partie des choses qu'on raconte mais qui n'existent plus aujourd'hui. Et effectivement, le fait de devoir avoir du matériel certifié dans l'ATP et vous verrez, et contrôlé au bord de la route et l'inscription, si le contrôle n'a pas été fait en temps et en heure, où on peut être verbalisable, assainit considérablement la situation du parc routier et a mis de côté, je l'espère, tout ce que j'appellerais les margoulins. En tout cas, Madame Soubeyran, Emmanuelle Soubeyran du ministère de l'Agriculture nous parlera un petit peu des contrôles effectués tout à l'heure, en dernière partie et en conclusion. Donc je vous remercie pour vos interventions fort intéressantes. Et bien maintenant... Je crois que c'était important de laisser la parole aux utilisateurs parce que l'ATP s'adresse effectivement et émet des règles, on ne va pas parler de contraintes, mais émet des règles de construction. Et je pense que ça vous donne à tous, que ce soit dans le cadre de votre certification ou dans le cadre de votre utilisation au quotidien, ça vous donne à disposition des outils performants et qui vous permettent de vous concentrer sur votre métier parce que vous savez que vous pouvez déjà compter sur l'outil. Et ça, je pense que ça, c'est effectivement très important. Eh bien, on vous remercie et on va réappeler Éric Devin et Christopher Smith. Ben, il faut changer. On va changer. Installez-vous. Alors, on va réaborder un peu ce programme institutionnel, ce focus de l'ATP. Christopher, expliquez-nous un peu mieux le rôle que vous jouez, vous, au sein du WP11. Quelle est votre fonction? Bon, je suis le secrétaire de ce groupe, le WP11. Et la principale responsabilité que j'ai, c'est d'organiser les réunions annuelles du groupe à Genève. Normalement, les réunions sont en octobre. Et je prépare les ordres du jour, les agendas. Je reçois les documents, les propositions d'amendement des pays membres, mais aussi des NGO, parce que ce n'est pas seulement les pays membres qui sont les participants du WP11, mais aussi l'Institut international du foie, par exemple, la Transfrigoroute internationale, et les associations des constructeurs de caisses sont représentées aussi. Mais bon, on prépare les documents de travail qui sont discutés pendant les réunions. Et les amendements adoptés sont annexés au rapport de ces réunions. Et après, ils sont notifiés par la section. À New York, au siège des Nations Unies, on a une section sur les traités. Et ils envoient une notification à toutes les parties contractantes à l'ATP avec les propositions d'amendement attachées. Et les pays ont 6 mois de faire une objection s'ils veulent. Et sinon, les amendements sont considérés et acceptés et ils entrent en vigueur après une période supplémentaire de 6 mois. Et quelle est la langue officielle au sein de WP11? Bon, les langues, comme l'accord dit que les 3 langues, l'anglais, le français et le russe, sont les langues authentiques de l'ATP. Dommage pour le kirghize. On utilise tous les 3 pendant la réunion. Il y a l'interprétation simultanée dans les autres langues. Éric, je vous sens impatient d'ajouter un mot sur le WP11. Vous nous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Vous voudriez peut-être nous reparler plus concrètement de ce que vous faites avec vos collègues pour faire améliorer les choses ou évoluer une sorte de réglementation? Je crois qu'on a parlé du travail technique. Christopher Smith est très modeste, mais il y a aussi une partie développement de l'accord, explication de l'accord dans les pays entrants. C'est un accord technique complexe
qui demande une infrastructure, des autorités compétentes structurées, des stations d'essai. Et donc derrière ça, il y a effectivement, à chaque fois qu'un pays rentre, un échange. Et donc c'est un travail de fond peut-être un peu moins visible que l'organisation des réunions plénières qui, effectivement, par son formalisme, on est à l'ONU quand même, hein, fait qu'il y a un côté cérémonieux qui ressort en premier. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui des vrais débats de fond sur l'ATP. Quand on parlait de son extension géographique, il faut savoir que l'ATP est effectivement un passeport entre les frontières. Hein. C'était un des premiers outils avant peut-être Schengen, l'Union européenne. Donc c'était une facilitation du transport international. Certains pays, en raison des conditions climatiques, et je pense évidemment aux pays du sud de l'Europe, considèrent que l'ATP est une exigence quasiment incontournable dans le transport correct des denrées et ont étendu d'ailleurs cet accord à leur réglementation nationale, et je crois que c'est un point important. D'autres pays moins impactés par des conditions climatiques, en tout cas pour le moment, se sentent peut-être un peu moins concernés et ont limité cet accord simplement aux échanges entre, pour le transport international, et l'ont pas forcément appliqué en interne. Et donc, effectivement, comment parler d'une chaîne du froid dont certains maillons ne seraient pas forcément complétés? C'est une vraie problématique soulevée au sein du WP11. L'autre problématique, c'est l'étendue qualitative, ce qu'est une denrée périssable, et c'est vrai que aujourd'hui, l'accord vise plutôt les denrées d'origine animale, un peu comme le paquet hygiène, et qu'il y a des demandes d'extension aux produits, aux fruits et légumes, sachant que l'accord, dans son intitulé, vise la sécurité des produits, mais aussi la qualité. Et donc il y a des très gros débats de fond sur l'étendue qualitative de ce transport. Donc on a devant nous, effectivement, des vrais choix politiques qui peuvent impacter de manière durable les pays. On a un frein face à ça, qui est les modalités de vote, qui sont celles de l'ONU, avec l'unanimité, qui est très contraignant. Hein. La plupart des normes techniques se basent sur un consensus, et le consensus, ce n'est pas la majorité absolue. Hein. Et là, on est face à des votes qui sont à l'unanimité, qui peuvent retarder considérablement des adoptions sur la base de consensus. Alors, il y a eu cette année des propositions fortes de la Belgique pour assouplir ces modalités de vote, qui n'ont malheureusement pas aujourd'hui été adoptées, mais je pense que, comme toujours, c'est une question de temps. Lorsqu'une problématique est posée au WP11, on y arrive toujours. Et vous êtes en train de créer les conditions du consensus. On essaye. Il y a d'autres éléments dont parlera probablement d'autres personnes relatifs à le fait de dégager des voies de consensus par le biais d'accords multilatéraux qui sont prévus dans l'accord, notamment en raison climatique, et qui sont des éléments fédérateurs pour les pays du sud de l'Europe, qui peuvent être un moyen de marquer la majorité dans un système où la minorité a forcément raison, si je m'abuse. Voilà. Donc il y a effectivement des travaux importants pour les années à venir. Merci Christopher, merci Eric pour ces précisions, et nous allons maintenant aborder le troisième temps fort avec André Stumpf, Roland Duquesne, Gwenaël Thuet et Guéric Malissé, merci, qui vont venir nous rejoindre. Troisième temps fort qui est un focus technique sur l'efficacité énergétique, et là on est dans le cœur du sujet également. L'efficacité énergétique, c'est un sujet effectivement très important, sur lequel on a bien entendu et compris les demandes tout à l'heure de Sabine Devienne et de Yann Vallée, alors que pour ce qui concerne les carrosseries industrielles, Gwenaël Thuet, que pouvez-vous répondre sur ces questions? Alors effectivement, comme vous le dites Pierre, l'efficacité énergétique est un vaste sujet. Pour rappel, l'efficacité énergétique d'un véhicule frigorifique dépend de deux facteurs.
Le premier, c'est la capacité d'isothermie de la cellule, et le deuxième, c'est la puissance frigorifique du groupe. Dans ce domaine d'activité, je pense qu'il est important de préciser que dans le monde de la carrosserie industrielle, on est sur une filière d'excellence en France. Une filière effectivement qui est très axée sur les produits à base de polyester et de fibres de verre. Donc c'est une filière effectivement performante qui en travaux permanents pour améliorer effectivement les coefficients K des cellules. Il y a une véritable veille technologique qui est travaillée chez les constructeurs. On touche au domaine de la chimie. Donc on est vraiment à l'écoute de ce que les chimistes peuvent inventer pour améliorer les coefficients et ce qu'on appelle le lambda des mousses, qui permet d'obtenir un bon coefficient K. Donc on est vraiment sur le domaine de la chimie, sur des domaines d'activité qui sont extrêmement techniques, très pointus. Bon, il y a un peu de recherche dans le domaine, peu de choses aujourd'hui industrialisables. Il y a effectivement des vrais projets de recherche qui sont menés, certains sont même subventionnés par la communauté européenne. Mais aujourd'hui, rien de réellement exploitable en tant que tel, dans la mesure où il y a une réalité économique auquel on est confronté. Et qu'effectivement, on est dans un système aujourd'hui où on est quand même limité dans ce qu'on peut faire. La veille technologique est là, je pense qu'elle est importante pour nous carrossiers, parce qu'on doit rester dans un cercle vertueux quand même, et c'est là où l'ATP a toute son importance. C'est que l'ATP, c'est quand même un garde-fou. Les valeurs de coefficient K étant fixées, il est important effectivement qu'on n'ait pas de dérive sur ce sujet. Je sais que certains industriels le souhaiteraient, mais c'est quand même le point important qui nous permet de garantir que effectivement on ne se retrouve pas sur le marché demain avec des passoires, comme on dit entre guillemets, et des groupes frigorifiques surpuissants qui amèneraient des consommations, des émissions de CO2 et Dieu sait quoi encore. Donc voilà, donc le sujet, effectivement, on y travaille. La filière, je répète, la filière française, c'est une filière d'excellence dans ce domaine. Et on est effectivement très à l'écoute de ce que nos clients ont à nous dire. Merci Gwenaël Thuet. André Stumpf, vous avez présenté à Solutrans une innovation qui s'inscrit bien dans cette démarche d'efficacité énergétique. Est-ce que vous pouvez en parler en quelques minutes? C'est quand même un sujet d'actualité. Oui, alors pour revenir sur l'ATP, d'abord, l'ATP aujourd'hui permet de faire des mesures de performance frigorifique d'un groupe dans une cellule calorimétrique. Donc aujourd'hui, on mesure une puissance frigo et en même temps, on peut mesurer la consommation énergétique. Donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir à la fois un ratio puissance, consommation énergétique, donc un ratio d'efficacité énergétique. On a réfléchi dans les normes SEN qu'on est en train de développer, d'utiliser ce que l'ATP a commencé à construire, un essai calorimétrique, pour faire des mesures en charge partielle qui permettent, elles, d'avoir des bons repères en consommation énergétique. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, ça vaut peut-être le coup de faire du downsizing de moteur, ça vaut peut-être le coup de d'avoir des solutions e-drive qui sont plus performantes sur le plan consommation énergétique avec des mesures à charge partielle. Alors l'ATP permet également aujourd'hui de faire des mesures de recertification en faisant des descentes en température. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en analysant ces courbes de descente en température, que finalement elles nous renseignent sur l'efficacité énergétique de l'ensemble, groupe plus caisse. Donc il y a des travaux aujourd'hui en cours pour analyser ces descentes en température. Donc grâce à l'ATP, je dirais aujourd'hui, de nouveaux outils vont pouvoir se développer dans l'avenir pour continuer à travailler ce sujet qui est un sujet très délicat et sur lequel tous ensemble on essaye d'apporter les meilleures réponses. Merci André, je me tourne vers Guéric Malissé qui va prendre un micro. Qu'en est-il à l'air liquide en termes d'efficacité énergétique pour relayer ce qui vient d'être dit ?
En fait, on rejoint ce qui a été dit précédemment, c'est que quand on a une nouvelle technologie qui est sensiblement différente de celle qui existe, cela implique en fait d'avoir des procédures de test au niveau ATP qui soient adaptées. C'est-à-dire que par exemple, on n'a pas du tout les mêmes critères de rendement entre du froid mécanique et du froid cryogénique. Donc c'est important au niveau ATP de pouvoir adapter donc ces procédures de test, et je sais que ce sont des choses qui sont portées et qui sont prises en compte, notamment au niveau du sémafroid, pour qu'on puisse, et nous c'est ce qu'on demande, par exemple au niveau du froid cryogénique, montrer un rendement au niveau des échangeurs. Après, l'efficacité énergétique, c'est un vaste sujet qui ne concerne pas que ce qu'on teste quand on teste un groupe dans un local, mais qui part du puits, qui va jusqu'à la roue. Donc sur ce sujet-là, qui dépasse un peu l'ATP, mais pour nous, c'est un sujet extrêmement important, parce qu'on ne peut pas proposer une nouvelle solution sur le marché si elle se révèle complètement aberrante au niveau efficacité. Donc pour tout ce qui est solution azote cryogénique, en fait, sur base de tests assez importants sur le terrain, avec des relevés sur le terrain en livraison urbaine avec notre partenaire actuel, qui est STEF, on a récolté beaucoup d'informations, en surgelé, en frais, et qui nous permettent actuellement de nous positionner, et non, pas uniquement Air Liquide, mais au sein de la profession, de ceux qui proposent de la cryogénie, de proposer, et avec l'aide de Transfrigoroute, on va dire, de postuler pour un certificat d'économie d'énergie. Donc, ce qui signifie qu'on a identifié avec cette solution du puits à la roue, et donc pas uniquement au niveau ATP, des économies d'énergie qui vont de l'ordre de, globalement tout compris, de l'ordre de 11% et plutôt de 15% pour le frais, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Voilà. Je passe la parole à Roland Duquesne, qui, pour Thermo King, vous dites que on a donc le choix chez vous entre la cryogénie au CO2, les groupes diesel, et puis aussi de l'électrique, et puis vous avez intégré Frigobloc récemment, donc pouvez-vous nous parler un petit peu de tout ça en matière d'efficacité énergétique ? Tout à fait, Pierre. Donc effectivement, nous avons travaillé beaucoup, et je pense que toute l'industrie le fait sur cette efficacité énergétique. Et je crois que pour être pragmatique un peu, je ne sais pas si Jean-Yves Gauthier est encore là pour prendre son approche, même la gamme diesel, finalement, quand on regarde la gamme diesel, ce qu'elle présente ces dernières années comme efficacité énergétique, on a diminué les consommations de carburant de plus de 20% d'un modèle à l'autre. Ce sont les émissions de CO2 aussi. Donc c'est quand même important. Ça reste une gamme qui offre une flexibilité quand même à l'opérateur inégalée. Mais comme disait bien Pierre, nous offrons une palette de différentes technologies, effectivement, et face aux challenges que sont la réduction des émissions, les changements des normes locales, régionales, nationales, etc., nous avons pensé qu'il était sain et propre de réagir en offrant également à nos clients une palette également de produits possibles. Donc, je parle du diesel, je parle également de la cryogénie, ça reste notre champion également en termes d'efficacité énergétique. Je ne vais pas en parler, vous en avez parlé suffisamment. Frigobloc, on a introduit une nouvelle génératrice refroidie à eau, plus légère, etc., meilleure performance. Voilà, on a la technologie inverteur aussi qui permet à taux de rotation du moteur plus petit de meilleure performance également de capacité. Donc on travaille un peu dans tous ces domaines. Mais nous pensons qu'offrir une palette de produits est une des réponses possibles, puisqu'il n'y a pas une solution à ce jour unique qui va du long haul, entre guillemets, donc du transport longue distance à la distribution du dernier kilomètre, quoi. Merci Roland pour ces explications. Valérie, je vous laisse remercier nos invités et annoncer la suite du programme. Écoutez, merci monsieur de votre éclairage expert et technique sur le sujet. Je crois qu'il faut effectivement rappeler, ce petit focus sur l'efficacité énergétique le fait, que tous ces développements technologiques doivent se faire en prenant et en gardant à l'esprit l'utilisateur final. C'est-à-dire que, comme le rappelait Guéric, une solution alternative qui répond aux problématiques réchauffement climatique, aux problématiques bruit, aux problématiques émissions de particules, si elle coûte plus, je ne parle pas forcément de coût à l'achat, mais je parle de coût à l'utilisation, à l'utilisateur final, elle ne rend pas service. Donc je crois que c'était très important de faire ce petit rappel, et je vous remercie beaucoup d'y avoir contribué.
Eh bien, merci messieurs. Nous appelons maintenant Éric Forestier et Gérald Cavalier à nous rejoindre pour le moment institutionnel numéro 4. Pourquoi une application nationale et pourquoi un déploiement européen? Alors, Éric Forestier, à ma droite, vous êtes directeur général international chez Petit Forestier. Que répondez-vous à Valérie Lasserre sur ce qui a été dit précédemment? Alors, la question piège. On va vous aider. Je dis d'abord bonjour à Valérie Lasserre. Voilà. Alors, non, Petit Forestier aujourd'hui est présent dans 13 pays en Europe. Bon, nous avons une flotte de 40 000 véhicules qui sont tous frigorifiques. Et aujourd'hui, la situation pour nous des véhicules frigorifiques en Europe est très anachronique. Elle est très anachronique, pourquoi? Parce que quelque part, sans exagérer ou en exagérant un peu, il y a, disons, autant de situations que de pays. Il y a des pays dans lesquels l'ATP est appliquée, notamment des pays comme l'Espagne, l'Italie ou la France, des pays où l'ATP devrait être appliquée mais où elle ne l'est pas ou peu, comme le Portugal, et des pays où l'ATP n'est pas appliquée du tout. Alors pour une société comme nous, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, ça signifie qu'en termes d'hétérogénéité de flotte, effectivement, là, on a des véhicules qui sont très différents les uns des autres, d'un pays à l'autre. Si je prends l'exemple de l'Angleterre, qui est probablement un des cas extrêmes, peut-être par rapport au climat, mais surtout par rapport à la non-application des règles ATP, en Angleterre, vous voyez beaucoup plus de fourgons qu'ailleurs, vous voyez beaucoup plus de véhicules avec des parois frigorifiques beaucoup plus fines que dans d'autres pays, et vous voyez des véhicules qui, souvent, au niveau des fourgons, ont une isothermie qui est très, très, très faible. Ce que ça signifie aussi pour nous, en tant qu'opérateurs, c'est que quand nous faisons le choix d'aller acheter des carrosseries dans un pays et d'utiliser des véhicules finis dans d'autres pays, les contraintes administratives sont très fortes. Typiquement, vous prenez l'exemple d'un pays, vous prenez un carrossier en France, et nous faisons le choix très souvent de carrossiers en France. Gwenaël parlait de l'excellence de la filière carrosserie française, et je le rejoins complètement sur ce sujet. Quand vous achetez une carrosserie en France et que vous voulez l'utiliser en Espagne, eh bien, il y a une question d'ATP provisoire. Ensuite, vous repassez par un ATP définitif. Et même quand vous arrivez à ne pas présenter le véhicule devant des autorités réglementaires locales, vous devez vous acquitter d'un prix, d'une facturation complémentaire et surtout de démarches administratives qui prennent du temps. Donc, problématique, effectivement, quand vous voulez acheter des camions, problématique quand vous voulez aussi déplacer des véhicules d'un pays à l'autre, puisque un véhicule aujourd'hui qui a un ATP dans un pays et qui doit aller dans un autre pays avec ATP doit faire l'objet d'un nouveau contrôle, de nouvelles démarches administratives, ce qui pour nous, en tant que loueurs, ne nous permet pas de pouvoir forcément uniformiser la flotte telle qu'on le souhaiterait. Et troisième cas, qui est probablement le plus important, puisque c'est celui qui impacte le plus nos utilisateurs, est le cas d'un utilisateur qui opère dans un pays non ATP, prenons l'exemple de la Belgique, et qui souhaite aller en France, qui est souvent le cas pour les utilisateurs en Belgique, et qui a besoin de l'ATP. Alors dans ce cas, effectivement, même si au départ, le certificat de la carrosserie a reçu un ATP en France, eh bien, il faut redemander à l'IBSR en Belgique un certificat qui nous est délivré. Donc tout ça est pour nous très compliqué. Et effectivement, donc ce que l'on souhaite, c'est à la fois une uniformisation des règles et que ces règles surtout tirent l'ensemble vers le haut. On ne souhaite pas niveler vers le bas, mais au contraire, effectivement, pousser tout le monde vers l'excellence. Pour peut-être préciser vos propos, quand vous parlez de pays ATP, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, c'est un pays signataire de l'ATP qui applique l'ATP sur ses flux internationaux, mais n'applique pas sur ses flux nationaux, contrairement à ce qui se passe en France, au Portugal, en Italie et en Espagne, où aujourd'hui l'ATP fait partie des réglementations nationales. Tout à fait. D'accord, très bien. Je peux peut-être demander à Gérald, pardon. Merci Monsieur Forestier. Alors on ne présente plus Gérald Cavalier, c'est le président du SEMAFROID, mais c'est aussi un peu l'ambassadeur de l'excellence des opérateurs français dans la chaîne du froid. Bon, le SEMAFROID, c'est un organisme délégataire de l'État, bien connu de la filière. Que vous inspire le débat sur ce qu'il faut bien appeler les ratés à l'allumage, moi je crois, de l'ATP au niveau international, avec cette uniformisation qui se fait attendre? Bonjour, oui, je prendrai la suite de ce que vient de rappeler Éric, mais on est sur un marché qui est essentiellement européen ou international. La plupart des acteurs sont des acteurs
aujourd'hui européen, voire plus large. Et la réglementation reste sur le transport international comme au temps de la guerre froide où il y avait des frontières entre ces différents pays. Bon, ça revient à la mode, les contrôles aux frontières, mais pas pour les mêmes raisons. Et le marché unique européen qui est devenu l'Union européenne n'existe pas en la matière. C'est un constat, c'est clair. Est-ce que c'est un constat, est-ce que c'est un échec international ou européen? Je pense qu'on est plutôt sur un sujet d'échec européen. On a une réglementation internationale qui fonctionne très bien pour le transport international et que l'on n'a pas su décliner à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Union européenne, comme on a décliné d'autres réglementations. Si on prend les matières dangereuses, Christopher Smith et Eric Devin tout à l'heure en ont parlé pour un parallèle avec l'ATP. C'est un système qui est géré de la même façon. Et bien, dans l'Union européenne, on a décidé d'appliquer les mêmes règles à l'intérieur des pays qu'on les applique entre les pays, ce qui semble logique. Si nous voulons exister comme espace économique, nous avons besoin d'avoir les mêmes règles au sein de cet espace économique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas franchi cette étape. Juste un exemple, quand vous avez la réunion du WP11 dont on a parlé tout à l'heure à Genève, le siège de l'Union européenne est irrémédiablement vide. Je n'y ai jamais vu personne en 12 ans et c'est un peu dommage. Mais c'est l'illustration de pourquoi on en est là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous les éléments pour passer à quelque chose qui soit harmonisé à l'échelle européenne et qui, pour des acteurs, des opérateurs qui sont européens, que ce soit les fabricants, présents ici en grand nombre, que ce soit les loueurs, que ce soit les transporteurs, il est sain, normal, souhaitable que les règles soient les mêmes et qu'on mette notre énergie à avoir des matériels de meilleure qualité et de meilleure performance plutôt qu'à la mettre à faire des papiers pour passer d'un pays à l'autre comme Éric Forestier vient de l'illustrer sur la réalité de ce qu'est la vie de l'ATP dans le quotidien. Merci Gérald, merci Monsieur Forestier. Je crois qu'on a fait le tour de cette introduction. Nous allons donc maintenant vous remercier et nous allons passer aux conclusions où nous invitons Emmanuel Soubeyran qui arrive et qui s'installe avec son micro. Donc, Emmanuel Soubeyran, vous êtes chef du service de l'alimentation au ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Que vous inspirent certains des propos que vous avez entendus ici tout au long de ce débat? Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Peut-être pour démarrer, j'ai été interpellée par une question que vous avez posée qui m'a surprise. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec la chaîne du froid? Alors, c'est mon côté provoque. Voilà, je voulais juste simplement rappeler que non, on n'en fait pas trop, et c'est parce qu'on fait bien les choses qu'on évite un maximum d'intoxication alimentaire. Simplement vous dire que le respect de la chaîne du froid, c'est vraiment un élément de prévention majeur, primordial, qu'effectivement, pour éviter toute intoxication alimentaire, il faut à la fois éviter la présence des micro-organismes dans les denrées et bien sûr éviter leur possible multiplication. Et ça, c'est la chaîne du froid qui le permet. Donc je pense qu'on n'en fera jamais assez pour la chaîne du froid, à tous les maillons de la chaîne, y compris d'ailleurs chez le consommateur, mais en particulier dans le transport. Et c'est à ce titre, en effet, que l'accord international ATP, qui est un accord sur le transport entre les États signataires de cet accord, qu'on a décidé en France d'appliquer sur le territoire national, est très important. Alors justement, en matière de contrôle et de répression, c'est le corollaire. Quel est le rôle de votre administration et comment ça se traduit en chiffres? Alors l'administration à laquelle j'appartiens, donc la Direction générale de l'alimentation, est une administration qui a en charge la sécurité sanitaire au sens large sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc traditionnellement, de l'étable à la table ou de la fourche à la fourchette. Et donc nos inspecteurs sur le terrain, on a à peu près 4800 agents qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national, réalisent des inspections, un peu plus de 100 000 inspections qui sont réalisées, en France. Et nous inspectons aussi les produits importés des pays tiers. Alors ça, c'est
tout type d'établissement confondu. En ce qui concerne spécifiquement le transport, nous réalisons environ 2000 contrôles, dits contrôles routiers par an. Sur ces contrôles, bien, nous identifions dans certains cas des anomalies qui peuvent être variées. Anomalies liées à un défaut de la température des denrées, qui, vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça a été dit, il y a une obligation de résultat sur la température des denrées. Anomalies dans le nettoyage ou la désinfection, ou absence d'attestation dans certains cas. Mais globalement, ça situe plutôt... On est plutôt en progression en matière de bonnes pratiques ? Alors, sur les 2000 contrôles qu'on effectue, on est amené à verbaliser dans 3% des cas. Alors, selon qu'on est optimiste ou pessimiste, on trouve que c'est 3% de trop ou que 3% c'est pas beaucoup. On a une situation qui est bonne en France et on a globalement un parc à peu près de 110 000 véhicules qui est en amélioration en France. Valérie, vous vouliez poser une question ? Enfin, c'était plutôt pour souligner le travail et la collaboration que Transfrigoroute d'abord a apporté à la DGAL quand elle a souhaité, à la fin des années 90, déployer une procédure de délivrance et certification ATP en la déléguant à des organisations privées, puisque quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, la certification ATP au départ a été délivrée par les services vétérinaires. Fin des années 90, l'administration a souhaité recentrer et formaliser, harmoniser cette procédure au niveau national. Elle a consulté la profession et donc Transfrigoroute France a répondu à cette sollicitation de l'administration. On a évoqué très brièvement la procédure de délivrance aujourd'hui des attestations et la vérification de la conformité de ces attestations pendant l'utilisation des véhicules. Aujourd'hui, je crois que toute l'après-midi a été consacrée à constater comment fonctionne l'ATP, à témoigner de ce qu'il accompagne et il aide les professionnels, qu'ils soient constructeurs ou utilisateurs de matériel. Et je voudrais insister sur le fait que les professionnels ont besoin de la DGAL pour nous accompagner, pour cautionner nos démarches. On a parlé d'harmonisation, on a parlé de déploiement généralisé, et ça peut être... Ça ne peut pas être fait si on n'a pas la caution de l'administration. Je pense que vous avez contribué avec nous à participer à vos services, en tout cas, à un certain nombre de réunions depuis 18 mois avec les autres pays de l'Europe du Sud qui aujourd'hui appliquent l'ATP sur le territoire national. C'était une première étape très importante. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire un petit peu comment on peut envisager la prochaine étape entre ces différents pays d'une part, et puis pour mieux déployer l'ATP au niveau européen d'autre part? Alors, tout d'abord, vous assurer du soutien de la DGAL par rapport au secteur, et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Ensuite, vous dire qu'on a en effet, à travers les différentes évolutions qui ont eu lieu ces 10 dernières années, considérablement professionnalisé le dispositif de délivrance des attestations, à la fois des attestations initiales, mais surtout, me semble-t-il, des renouvellements d'attestations. J'ai moi-même, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, la manière dont on pouvait réaliser parfois les contrôles dans les DSV, à l'époque où on nous amenait les camions pour les vérifier. Donc je sais de quoi on parle. Pour ce qui concerne les évolutions et tout ce qui a été dit autour de la problème de l'harmonisation de la mise en œuvre de l'ATP, je crois qu'il y a deux sujets principaux. Il y a d'abord l'accord ATP tel qu'il existe. Comment peut-on s'assurer qu'il est appliqué de la même manière dans les différents États membres ? Ça, je crois que c'est à travers des échanges qu'on peut avoir avec les différents pays. Et puis, quand c'est le cas et quand on constate des anomalies, encore une fois, des échanges pour s'assurer qu'on l'applique correctement, qu'on peut y arriver. Après, il y a la question de faire évoluer le texte parce qu'il n'est pas suffisamment précis. Là, Monsieur Devin est assez optimiste. Il dit qu'on arrive toujours à faire avancer les choses. Moi, je constate que c'est quand même assez compliqué parce qu'il faut l'unanimité. Et ça n'est pas toujours facile. Donc, effectivement, une question peut se poser, elle a été posée, de savoir si on n'aurait pas intérêt à finalement prendre en charge au niveau
instaurer au niveau communautaire une réglementation, une déclinaison de l'accord ATP au niveau communautaire afin de s'assurer d'une meilleure harmonisation, en tout cas au sein de l'Union européenne. Mais c'est un travail de longue haleine, donc pour cela, il faut que les autorités compétentes, d'une part, les administrations, les professionnels des différents pays de l'Union européenne aussi, travaillent ensemble afin que collectivement nous puissions apporter une proposition au niveau de l'Union européenne. Et donc c'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les prochains mois et dans les prochaines années. Valérie, vous vouliez conclure sur les vertus de l'ATP ? Alors, sur les vertus de l'ATP, je crois qu'on en a suffisamment parlé. C'est un cadre qui permet à la fois des développements technologiques tout en s'assurant que la préservation de la chaîne alimentaire est respectée. Donc ça, c'était très important. Nous avons, et je le répète, avec les services de la DGAL, proposé un certain nombre d'accords multilatéraux, qui étaient d'ailleurs au nombre de 7. Et nous y avons travaillé avec nos amis de l'Europe du Sud. 2 d'entre eux ont été carrément intégrés dans l'ATP au cours de la session d'octobre 2015. Donc je crois qu'il faut saluer cet effort parce que c'est quand même important. Donc ces 2 projets d'accords multilatéraux n'ont pas lieu d'être, puisqu'ils sont d'ores et déjà, après les délais administratifs d'usage, vont être intégrés dans l'accord ATP. En revanche, je voulais remercier et saluer le soutien de la DGL et de l'administration qu'elle nous a apporté, à nous les professionnels, pour le travail déjà réalisé et surtout pour les ambitions que nous avons pour l'ATP. Parce que, comme vous le dites, pour que cette réglementation soit efficace, il faut qu'elle soit déployée de la même manière par tous. Et donc là, effectivement, il y a encore du travail et du chemin à parcourir, mais je crois qu'on est tous très déterminés et on devrait, si on ne se fixe pas des délais trop ambitieux et trop courts, on devrait y arriver. Bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, on vous remercie de nous avoir accordé du temps, ainsi qu'à tous les autres intervenants qui ont donné un bon éclairage sur l'ATP et les 45 ans. Et merci à Valérie Lasserre et à toutes les équipes de Transfrigoroute France pour ce beau sujet. Bon salon et bon Solutrans à tous.